Magali, ça faisait longtemps que le président ukrainien n'était pas parti sur le front, toujours pour ces mêmes scènes, décorer, remercier ces soldats, ces héros qui, chaque jour, se battent pour l'Ukraine. Oui, et on peut le voir comme une réponse en effet directe à Vladimir Poutine qui était à Rostov-sur-le-Don hier. Mais c'est vrai que ces images, de toute manière, Zelensky depuis le début va quand même régulièrement sur le front. C'est sa marque de fabrique, hein. C'est d'aller à la rencontre de ces hommes, de prendre le pouls aussi de la situation sur le terrain, de remettre des décorations. Tout ça compte évidemment énormément pour le moral des troupes. Ça compte aussi pour le moral des Ukrainiens, de l'opinion publique ukrainienne, de voir comme ça le président Zelensky se déplacer sur le front. Ça veut à chaque fois afficher le même message, c'est que Zelensky se tient aux côtés de ces hommes, qu'il est le premier soutien de cette armée ukrainienne, qu'il va féliciter, dont il va remonter le moral. Ce sont des images qui comptent. Alors sur le front sud, on voit qu'il fait le choix d'aller dans cette région de Kherson. Évidemment, c'est intéressant parce que c'est sur ce front sud aujourd'hui que sont focalisés, enfin plutôt davantage au niveau de Zaporijia, mais une grande partie des efforts ukrainiens. Alors, j'avais une toute petite question, à part très peu de soldats présents dans cette pièce, ils sont tous avec un foulard, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Forces spéciales. Ce sont les forces spéciales ? Logiquement, oui, c'est très à la mode depuis quelques années. Les forces spéciales se cachent le visage, y compris le jour du 14 juillet d'ailleurs, hein, en France, hein, parce qu'effectivement, ce sont des troupes immédiatement bien entraînées, et surtout, il peut y avoir des pressions sur leur famille s'il y avait un problème quelconque. Hein. Mais je dirais aussi, est-ce que c'est une image d'aujourd'hui ou pas ? Peu importe, on a une réponse dans la stratégie de communication de Zelensky, on ne laisse pas le terrain médiatique à Poutine. Donc on a effectivement une remise de décoration qui n'a pas parfaitement pu être enregistrée il y a 2-3 jours, mais ça n'a aucune importance, c'est de montrer on ne laisse pas le terrain médiatique seul à Poutine, qu'on voit tous les jours. Donc là, et en plus on met en valeur les combattants ukrainiens. Et je crois qu'il est essentiel de rappeler que quelqu'un qui se bat pour son pays doit être récompensé. C'est pas une histoire d'argent, c'est les décorations. Alors d'aucuns ont dit à une époque c'est les hochets de la République, mais non, c'est témoigner de la valeur d'un soldat, de son courage, et bien évidemment de le montrer non seulement d'ailleurs au combattant lui-même, à son unité, mais aussi à l'opinion publique. On parlait tout à l'heure, avant que vous arriviez, général, de Advivka. C'est un front où Russes et Ukrainiens perdent des dizaines, voire des centaines d'hommes morts, blessés. Les Russes y perdent énormément de matériel, les Ukrainiens aussi. Et le chef des armées ukrainiennes, le général Zaloujny, disait « Oui, c'est difficile. On ne lâche rien, on continue de se battre. On a besoin de matériel, mais c'est compliqué parce que les Russes, comme depuis le début de cette guerre, n'hésitent pas à perdre des hommes, des chars. Rien n'a changé, mais on s'épuise. » Les images que j'ai vues tout à l'heure montrent quand même un terrain assez propice à se faire détruire. Donc on lance des unités de chars pour conquérir un terrain, donc automatiquement on se fait éliminer. Maintenant, je pense que les Ukrainiens ont subi la même chose il n'y a pas si longtemps. Quant aux effectifs détruits, ça veut dire que de l'autre côté, vous l'avez dit, il y a eu des pertes, mais on ne nous les donne pas, c'est au moins un tiers de ceux qui sont officiellement tués sur le terrain. Je ne vois pas d'ailleurs comment les Ukrainiens peuvent compter le nombre de morts de l'autre côté. Mais peu importe, c'est des batailles, mais des batailles plutôt, ce qui est important à retenir, c'est pas les pertes, parce qu'on nous abreuve de chiffres qu'on ne peut absolument pas vérifier, qui ne signifient pas grand-chose en soi. La question est-ce qu'il y a encore des unités capables de se battre ? On voit que d'un côté, il y a des capacités offensives, de l'autre côté, des capacités défensives, et vice-versa. On a ça dans les deux sens. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit finalement ? Que pour l'instant, les Ukrainiens sont plutôt en retrait, parce qu'ils subissent après des mois d'offensives qui n'aboutissent pas. Et là, maintenant, on a les Russes qui essaient de reprendre l'initiative. Et on voit évidemment, c'est aussi difficile pour eux. Donc en fait, on a une guerre, même plus d'attrition aujourd'hui. C'est même plus d'attrition. Ça dépasse l'attrition. Puis de toute façon, ils ne gagnent rien. Quand on prend même ISW, qu'est-ce qu'ils donnent comme chiffre ? Oui, ils ont gagné entre 500 mètres et 1 kilomètre. Pour combien de morts ? Il y a un moment, il va bien falloir s'arrêter. Je dirais qu'on va plutôt vers non plus une guerre d'attrition, même si le terme est peut-être similaire, mais une guerre d'épuisement. Oui, alors justement, tout à l'heure, on titrait, c'était l'un des bandeaux, les deux armées vers l'épuisement. Oui, mais je crois
volontiers, parce que alors l'épuisement, il n'est pas encore trop là, parce qu'on voit encore qu'il monte à l'assaut, mais le climat va changer, ça on l'a dit suffisamment, les hommes vont être usés, à force de voir des morts de part et d'autre et des blessés, il y a un moment où ça va quand même finir à peser, alors pas sur l'opinion publique russe, je n'y crois pas, mais peut-être sur l'opinion publique ukrainienne, peut-être, même s'il y a un sondage qui est sorti il y a encore un mois, je crois, disant que 82-85% des Ukrainiens voulaient continuer la guerre. Bon, ça c'était... Oui, ça c'est un sondage, toujours. Mais néanmoins, même s'il n'y en avait que 65%, ça serait suffisant. Après la question, il y a voulait continuer la guerre ou pouvait continuer la guerre. Si le journal des mauvaises nouvelles concernant l'aide, l'armement et la position de certains pays, je vous sens préoccupé justement par... Oui, il y a une fatigue énorme en Ukraine. Il ne faut pas se le cacher. Il y a de la propagande, mais derrière, il y a quand même des gens qui souffrent. Et il y a plus de gens qui souffrent en Ukraine proportionnellement qu'en Russie. Enfin, ces villes sont bombardées quasiment tous les jours. Il n'y a pas de ville en Russie qui soit bombardée tous les jours. Donc je reviens à mon moscovite moyen, c'est un film, la guerre d'Ukraine, c'est tout. C'est pas autre chose qu'un film. Parce que dans son entourage, d'abord, comme on n'a pas pris les troupes à Moscou, il y a peu de morts. Les morts, ils sont en Bouriatie, ils sont dans les points perdus, qui sont fermés à tout le monde et à l'information et aux journalistes. Donc pour le type qui est dans les rues de Moscou, de Saint-Pétersbourg, cette guerre est un film. Et le film est raconté par M. Poutine. Le président nous raconte le film de la guerre. Et finalement, comme on ne voit pas d'inconvénients particuliers, sauf la hausse des prix, on continue à tolérer. La seule chose qui embête les gens, c'est la hausse des prix et les salaires qui n'augmentent pas en parallèle. Là, les prix ont quand même doublé à Moscou en l'espace d'1 an et demi. Mais à part cette donnée qui peut être importante économique, la souffrance est du côté ukrainien. Il n'y a pas eu de mobilisation générale. Il n'y a pas eu de mobilisation générale. Il y a eu des appels de conscription, c'est tout. Alors qu'en Ukraine, aujourd'hui, en Ukraine, il y a mobilisation générale. Ukrainien, aujourd'hui, je ne me souviens plus quel âge, je crois entre 18 et, je ne me rappelle plus l'âge maximum, ne peut pas sortir du pays. Alors qu'un Russe peut sortir du pays. Et donc ça change quand même énormément. C'est-à-dire un Ukrainien sait que même s'il n'est pas encore rappelé, même s'il n'est pas au front, ça peut lui arriver. Et tout le monde aujourd'hui en Ukraine a eu des amis qui sont morts, qui sont blessés, il y a des mutilés de guerre, donc la pression de cette guerre est omniprésente. Alors même si effectivement quand on va à Odessa, on voit des gens, enfin maintenant il fait un peu froid, mais on voyait des gens sur les plages, etc., c'est une manière de souffler, mais la pression est là sans arrêt. Mais c'est pour ça que les images de Zelensky, à chaque fois qu'il va sur le front, qu'il va remercier les soldats, ce sont des messages importants envoyés justement à cette opinion publique ukrainienne qui est forcément fatiguée. Puis alors, s'il est allé à Kherson, s'il a fait le choix de Kherson, c'est qu'aussi cette semaine, il y a eu des incursions, enfin il y a eu une traversée du Dniepr, notamment par les forces spéciales ukrainiennes. Donc c'est peut-être aussi dans ce contexte-là qu'il a choisi cette ville, parce que ça a été évidemment énormément salué, énormément Zelensky et son entourage ont insisté là-dessus. Donc c'est une façon aussi d'essayer une fois de plus de dire on arrive à faire des choses quand même. Ces forces spéciales, elles sont efficaces et elles ont réussi cette semaine à traverser le Dniepr, peut-être le début de quelque chose ou pas. Mais on voit bien qu'il faut quand même arriver à entretenir la flamme du côté ukrainien. C'est ça qui est important dans cette période de guerre, tenter d'entretenir la flamme. Parce que quand on dit la guerre à son point d'épuisement, ça risque, avec l'hiver qui arrive, des conditions météorologiques qui vont être très difficiles, et notamment certainement peut-être dans le mouvement des troupes, qui risquent de s'épuiser le plus et qui a le droit de s'épuiser. Parce que d'un côté, vous avez une démocratie qui est l'Ukraine, et de l'autre côté, vous avez la Russie. Je ne suis pas sûr que les soldats russes aient le droit d'être épuisés. C'est possible, mais je crois que pour l'instant, on ne voit ni d'un côté ni de l'autre un affaiblissement de la volonté de se battre, quelles que soient les pertes. C'est une réalité. Et je dirais que ce qui peut changer maintenant, c'est avoir un endroit sur le champ de bataille, sur la ligne de front, où effectivement il y a une défaite avérée, pas uniquement communiquée par l'autre. Une défaite avérée qui là, ça y est, on a atteint. C'est quoi une défaite avérée? Le point de rupture. On parle de percée, bêtement. Ou d'une unité qu'on a bien vu décimée. Alors, on a parlé aussi d'Advika, où il y avait effectivement 55 blindés, c'est quand même beaucoup. Ça fait en gros un gros régiment de chars, quand même. Bon, mais a priori, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que, je dirais, pour moi, ce soit une percée militaire qui fait que les Ukrainiens soient passés dans les rangs russes pour de vrai,
sur plusieurs kilomètres, qui oblige à réfléchir. Mais même dans ce cadre-là, je ne suis même pas certain que les Russes en tiennent vraiment compte. Et ce qu'on disait tout à l'heure, le manque de matériel ou la source qui se tarit. Non, mais en revanche, pour les Ukrainiens, ça sera important parce que c'est ce que vous venez d'évoquer, finalement, c'est maintenir le moral. Et que s'il y avait cette victoire locale, le moral s'est entretenu. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de victoire. Même des incursions sur le Dniepr, c'est pas une victoire.